la dernière fois, dernier référendum dans notre pays, la dernière fois on a posé la question aux gens, au peuple, démocratie directe, qui est la seule vraie démocratie. On leur a demandé leur avis, ils ont donné leur avis, et on leur a dit non, en fait, vous avez mal voté, et donc on va quand même le faire. Donc, à partir de là, c'est difficile pour moi de défendre qu'on est dans une démocratie. Si on ne respecte pas la voix du peuple, on n'est pas dans une démocratie. Bienvenue dans cette nouvelle interview en studio du Média en 442. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Frédéric Egui. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous êtes journaliste indépendant, vous êtes très actif sur les réseaux sociaux, notamment sur X. Vous étiez salarié de RT France et on vous a surtout découvert suite à votre fameuse question posée à Prisca Thévenot lors de la conférence de presse à l'Élysée. Alors, merci d'être avec nous, merci d'être notre invité. Ensemble, nous allons parler de liberté de la presse, de censure et de propagande. Mais avant tout, j'aimerais vous faire réagir à cette tentative d'assassinat sur Donald Trump le 13 juillet lors d'un meeting en Pennsylvanie. Alors, vous allez nous dire ce que vous en pensez, mais alors moi j'ai assisté quasiment en direct parce que je dormais pas, parce que ça s'est passé la nuit aux États-Unis pour nous. Et au tout départ, les médias américains sur Internet, comme le Washington Post, CNN ou encore Fox News, avaient titré Trump a été évacué à cause de gros bruit. Voilà. Et puis, au bout d'une demi-heure, je crois que ça a changé. Ils ont changé leur version. Donc, j'aimerais vous faire réagir déjà à ça, à cette technique, en fait, des médias, parce que là, on va parler des États-Unis, puis on reviendra en France. Oui, écoutez, c'est effectivement, c'est intéressant. On voit bien là, et on voit même après dans la suite, dans la façon dont ils ont traité, c'est-à-dire quand ils ont été finalement obligés de dire que c'est une tentative d'assassinat. Il y a eu plusieurs stratagèmes pour essayer de minimiser absolument ce qui s'est passé. C'est-à-dire que à la sortie de l'attaque, effectivement, directement, on essaie de minimiser au maximum. Mais même après, quand vous voyez les éditos qui ont été publiés, ils ont fait un peu la même chose en France. Les éditos qui ont été publiés par le New York Times, etc. On angle moins finalement sur ce qu'est cette tentative d'assassinat. Et plus on va angler sur ce que représente Donald Trump et finalement en mettant un peu la faute sur la victime en disant mais est-ce qu'il l'a pas un peu cherché finalement, est-ce que c'est pas sa faute et est-ce que c'est pas lui. Donc c'est vraiment incroyable aujourd'hui la façon dont les médias ne font plus de l'information, mais essaient de simplement font du management de la perception, quoi. Ils sont en train d'essayer de faire de l'influence et de vous amener vers vers là où ils veulent vous amener. Et on a eu la même chose en France d'ailleurs, si vous voyez la une de Libération. Ça vous a fait réagir d'ailleurs. Ah mais c'est ça, c'est absolument, enfin c'est vraiment scandaleux et c'est vraiment plus du journalisme aujourd'hui ce qu'ils font par là. Donc c'est un exemple très concret et on peut le voir, mais on l'a déjà vu avec. Je vous rappelle qu'il y a eu une tentative d'assassinat d'un dirigeant en Europe aussi. On a eu Robert Fico qui s'est fait tirer dessus. Et si vous voyez la façon dont l'information a été traitée, notamment par France Info, c'était exactement pareil. Et c'est-à-dire qu'on était en train un peu de rejeter la faute sur Robert Fico, de chercher, de se dire bon mais quand même, est-ce qu'il n'avait pas des propos. Enfin, c'est absolument incroyable. Imaginez ça dans l'autre sens, parce que Robert Fico, évidemment, son grand tort, c'est de s'opposer à la guerre en Ukraine, notamment. Imaginez si c'était arrivé sur un autre dirigeant, par exemple sur un dirigeant polonais qui est totalement pro-européen et pro-Ukraine. Voilà, vous en aurez entendu parler dans tous les sens, vous aurez eu tous les grands mots qui étaient utilisés, la démocratie en danger, et que sais-je, etc. Et là, simplement, on essaie de glisser ça sous le tapis, parce que ça rentre pas dans ce que les Américains appellent la narrative, donc on peut dire le narratif, le récit. Moi, j'aime bien l'appeler l'illusion, c'est-à-dire que l'illusion qu'il crée, le cadre qu'il crée, dès que vous sortez de ce cadre, en fait, c'est impossible, mais on fait tout pour essayer de vous y ramener. Et donc voilà, c'est ça qu'on est en train de voir, et c'est ça qui se passe à chaque événement qui ne rentre pas dans leur cadre, quoi. Et alors, on l'a vu aux États-Unis, on le voit aussi en France, et vous l'avez rappelé avec cette une de Libération qui titrait Donald Trump, une histoire de violence traduit, parce que c'était un titre en plus en anglais, comme si, quelque part, on essayait d'induire dans la tête du public que peut-être que c'était préparé, que cette
pseudo ou tentative d'assassinat servirait finalement à la victoire de Trump? Enfin voilà, là on retrouve effectivement les classiques de ce que font les médias, c'est-à-dire que on fait de l'influence en fait. On fait plus de l'information, on fait de l'influence et on essaie d'amener le public vers une certaine idée. Il y a différentes manières de le faire et ça effectivement c'en est une. Moi, c'est pour ça que je fais ce métier-là, en fait. C'est pour ça que je suis rentré dans ce métier-là, parce que cette façon de faire me rendait fou, en fait. J'avais vraiment un problème avec la façon dont est traitée l'information dans notre pays. Et j'ai trouvé un moyen de le faire en rentrant aujourd'hui dans un média qui, si vous voulez, le but, pourquoi je n'aurais été dans aucun autre média que RT France, c'est parce que c'est un média qui s'opposait justement à la doxa ambiante. Et on est aujourd'hui dans un monde qui est en évolution, qui passe une phase de transition majeure, c'est-à-dire que l'empire américain est déclinant, le monde multipolaire porté par la Russie et la Chine est en train d'émerger, et donc il y a deux visions qui s'opposent, si vous voulez. Et la vision de l'empire américain, desquels nous sommes les vassaux, hein, c'est un constat objectif. Elle est défendue aujourd'hui par tous les médias. Et ce que me permettait de travailler pour un média, donc finalement issu du monde multipolaire, c'était d'apporter une vision différente. Donc ça, c'est ce que j'essaie de continuer à faire. Et aujourd'hui, voilà, je pense que c'est absolument essentiel d'apporter ce point de vue qui est avec rigueur. Moi, je suis journaliste avant tout, et aujourd'hui, ce que m'a appris notamment de travailler pour RT France, c'est une rigueur absolue totale, parce que le moindre faux pas que vous faites, vous êtes un média qui est observé par tout le monde, si vous faites un petit pas de côté, vous faites une petite faute journalistique, elle vous sera pas pardonnée. Donc vous êtes obligé d'être extrêmement rigoureux. Donc ça c'est très bien, et donc mon but, mon travail, c'est d'essayer d'apporter une vision différente à ce qu'apportent aujourd'hui les médias qui sont, je le rappelle, les médias donc issus de ce qu'on peut appeler l'oligarchie, de l'empire américain, et qui ne font que défendre cette vision-là, qui aujourd'hui est une vision un peu absurde. Elle repose sur plus grand-chose en fait. Alors vous essayez de le faire tant bien que mal. J'aimerais quand même souligner que vous êtes devenu journaliste en fait en reconversion professionnelle finalement. Ce n'était pas votre métier de départ. Et vous êtes journaliste depuis quoi, 7 ans, 8 ans? C'est ça, ouais, 7-8 ans, ouais. Ouais, c'est bien ça. Moi j'ai fait des études dans tout à fait autre chose. Je bossais à l'étranger, je bossais en Chine, j'ai bossé un peu en Asie. Et après c'est toujours l'information, c'est toujours quelque chose qui m'a intéressé, l'état du monde et tout ce qui se passe dans le monde, ça m'a toujours intéressé. Et il est arrivé un moment en fait dans ma vie professionnelle où je me suis dit bon, ce qui se passe me rend malade. C'est-à-dire que quand je regardais les informations, si vous vous informez uniquement via BFM et tous les médias mainstream, Le Monde, Le Figaro, tout ce que vous voulez, vous avez vraiment une vision qui est extrêmement restreinte. Et dès que vous sortez de ce cadre-là, et notamment si vous allez vers les informations, si vous lisez l'anglais, à l'époque, moi, donc il y a une dizaine d'années de ça, un peu plus, notamment rt.com, et je cite rt.com parce que pour moi ce qui était intéressant, c'est qu'ils apportaient ce gage finalement un peu mainstream, parce que c'est un média d'État, tout en apportant une information alternative en fait. C'est-à-dire que c'est vraiment une autre vision de ce qui se passe dans le monde, et ça permettait une critique qui était très efficace justement de l'empire occidental. Donc au bout d'un moment, je me suis dit, moi personnellement, dans ma carrière personnelle, qu'est-ce que j'ai envie de faire? J'ai vraiment envie de changer et de faire péter ça en fait, de faire péter ce système-là, parce que le problème de cette illusion dans laquelle on nous enferme, c'est que elle nous démunit. La presse est censée être un contre-pouvoir, et aujourd'hui, elle est au service de ce pouvoir oligarchique. Et donc, on est démuni de ce contre-pouvoir. On n'a plus cet antidote. Elle devrait être un antidote. Aujourd'hui, elle lutte contre nous, et elle lutte concrètement contre nos droits. Et on le voit très rapidement. On l'a vu avec la période Covid, mais on le voit avec tout le reste. Ça s'applique à tout le reste. On a une perte de liberté qui est absolument énorme, et qui s'accélère à cause des médias, qui ne luttent plus contre un pouvoir, c'est censé être un contre-pouvoir, je le répète, et qui ne luttent plus contre les dérives de ce pouvoir, les dérives liberticides de ce pouvoir. Et aujourd'hui, on perd de plus en plus de liberté, mais vraiment à tous les niveaux,
au niveau de l'information, mais au niveau de, enfin, absolument tous les niveaux, et personne ne lutte contre. C'est-à-dire que vous avez aucun média aujourd'hui qui va lutter contre l'euro numérique, qui va lutter contre, que sais-je, enfin, contre le QR code à Paris, contre tout ce que vous voulez. Personne ne va lutter contre ça. Il n'y a pas de critique de ça, si vous voulez. Et donc, si on laisse ça, ben, le totalitarisme est là, en fait. Il arrive et on n'a plus que les yeux pour pleurer. Donc, il faut absolument se battre contre ça. Alors, en parlant de censure, vous avez certainement dû voir cette information concernant la plateforme X et Elon Musk qui a dévoilé qu'il y avait une espèce de deal secret qui était en train de se préparer avec l'Union européenne. En tout cas, l'Union européenne veut qu'Elon Musk censure certains discours pour éviter d'avoir à payer des amendes. Ouais, c'est ça. Donc c'est toujours, on est toujours dans cette même logique-là maintenant qui date depuis un bon moment, parce que si vous regardez, moi j'ai les cheveux blancs, vous pouvez voir, je suis plus tout jeune non plus, mais les débuts de YouTube par exemple. YouTube, moi, c'est une plateforme sur laquelle, à la base, j'ai pu énormément m'informer. C'est-à-dire que c'était les débuts de YouTube, c'était vraiment une révolution parce que c'était justement une information libre et non contrôlée, parce que vous pouviez avoir n'importe qui vous donnait l'information. Donc évidemment, il faut faire le tri dans tout ça, mais si vous faites preuve d'un minimum d'esprit critique, vous pouvez vraiment avancer dans la réflexion. Et il y avait cette liberté totale, et donc vous pouviez creuser un sujet, vous pouviez vraiment comprendre un peu le monde qui se passe autour de vous. YouTube et tous les autres réseaux sociaux, Facebook, etc. On l'a vu notamment au moment de la période Trump. Il y a eu une censure qui est arrivée, une censure qui au début était non dite. Hein. Moi, je me souviens très bien, au début, si vous évoquiez une censure, vous vous disiez mais c'est quand même bizarre parce que quand je fais mes recherches, je vois bien que l'algorithme il m'amène des images qui sont pas ce vers quoi je dois tendre. Et ça, au début, c'était non dit. Et après, finalement, ça devenait trop visible, donc ça finit par être dit, et YouTube a pris le parti de dire concrètement, oui, voilà, nous, on censure ces sujets-là, et aujourd'hui, il y a plein de choses desquelles vous ne pouvez pas parler sur YouTube, tout le monde le sait, vous pouvez pas parler de vaccins, vous pouvez pas parler de des sujets où c'est interdit. Donc, les plateformes, déjà, ont commencé ce cheminement-là, et X, il se trouve, donc X où Jack Dorsey était prêt à le faire, il se trouve qu'Elon Musk l'a racheté, on peut penser ce qu'on veut d'Elon Musk, mais effectivement, il a une vision qui est différente de la liberté d'expression, et où il y a cet espace d'expression qui existe toujours. Et le problème, aujourd'hui, pour le pouvoir oligarchique, c'est que dès que X vous permet, justement, de sortir de ce cadre, de cette illusion. Et à partir de là, ça devient très dangereux parce que vous pouvez avoir des gens qui ont, c'est un message qui a vraiment une grande portée et ça permet vraiment de briser cette illusion. Et donc ça, c'est absolument inacceptable pour le pouvoir en place, qui est obligé de montrer sa vraie nature. Et c'est plus compliqué aux États-Unis parce qu'ils sont plus protégés par leur constitution. Nous, on n'est pas du tout protégés par notre constitution. Et donc l'Union européenne et Thierry Breton peut très bien arriver avec leur outil qui est ouvertement un outil de censure. Et le menacer. Je suis curieux de voir où ça va terminer parce que je pense pas que l'Union européenne soit prête à reculer sur le sujet et je suis pas sûr que Elon Musk soit prêt à reculer sur le sujet. Mais aujourd'hui, je vous ferai remarquer que la censure de réseaux sociaux effective en Europe existe déjà. C'est-à-dire que vous avez Rumble qui est un autre réseau social, un espèce de YouTube, qui a été censuré, qui n'est plus accessible à partir de la France, parce que Rumble a refusé de se plier à ces lois qui sont clairement des lois de censure, où on va dire, sous couvert de lutter contre la désinformation, contre ce que vous voulez, dire non mais attendez, voilà, ça vous n'avez pas le droit de dire, etc. Moi, personnellement, je trouve ça absolument inacceptable que le gouvernement me dise ce que j'ai le droit de dire ou ce que j'ai pas le droit de dire. C'est plus une démocratie, c'est absolument inacceptable. Donc, on va voir où mène ce combat Union européenne, Elon Musk. Le problème pour l'Union européenne, c'est que ça va être plus dur de fermer X aujourd'hui que ça n'était de fermer Rumble. Rumble, finalement, c'est un peu confidentiel, donc ça peut passer à la trappe. X, aujourd'hui, tout le monde s'informe sur X. Donc si du jour au lendemain vous allez les fermer, ça va être compliqué. Et si vous mettez des amendes trop élevées à Elon Musk, si lui il finit par dire comme l'a fait Rumble, écoutez, finalement en France vous avez plus accès à notre média, ça va être compliqué pour l'Union européenne de défendre l'idée qu'ils sont toujours démocratiques. Moi j'y crois pas du tout, mais c'est encore c'est le cadre qu'ils se donnent, c'est le contrat duquel on signe. Ils disent non mais nous on est des grands démocrates.
si on ferme X, explique-moi où est la grande démocratie là-dedans. On verra, ça va être intéressant à suivre. Alors pour poursuivre sur X, alors Elon Musk a clairement déclaré qu'il refuserait ce deal, comme il affiche clairement son soutien d'ailleurs à Donald Trump là, ces derniers jours. Alors sur X, on a Zoé Sagan, que vous devez certainement connaître, dont le compte a complètement été supprimé. Donc là, on voit bien que même si Elon Musk parle de liberté totale, c'est pas franchement le cas. Oui, tout à fait. Il n'y a pas que Zoé Sagan. Bon, je le cite parce que c'est vrai que je l'ai eu au téléphone il n'y a pas longtemps et qu'on en a discuté et que c'est tout récent en fait. Ouais, mais il y a aussi, enfin, vous voyez sur le conflit israélo-palestinien notamment, il y a par exemple la phrase From the river to the sea qui est interdite aujourd'hui sur ce réseau-là. Donc c'est pas parfait, on est bien d'accord. Mais aujourd'hui, c'est malgré tout ce qu'on a. Et ça reste quand même un espace de discussion. Donc, évidemment que c'est pas parfait, ça c'est sûr. Évidemment qu'on reste à la merci finalement des desiderata d'Elon Musk. Et si Elon Musk décide demain de censurer ce qu'il veut, il pourra le faire. Et c'est triste, mais c'est comme ça. Mais aujourd'hui, ça reste selon moi vraiment un instrument puissant dans cette lutte pour l'information. Alors, est-ce que lorsque vous êtes devenu journaliste, pour vous, RT France symbolisait cette liberté d'expression, cette liberté de la presse, et c'est pour ça que vous vous êtes dirigé vers cette chaîne de télé? Tout à fait. C'est-à-dire que alors chaîne de moi, c'était site web. C'est-à-dire que quand j'y suis rentré, c'était pas une chaîne de télé, c'était uniquement un site web, et je travaillais pour le web. Moi, à la base, je suis un journaliste de presse écrite. Je dois un peu me faire ma révolution parce que j'ai pas le choix. Mais donc oui, effectivement, c'est RT France permettait d'amener encore une fois avec la rigueur journalistique absolument nécessaire parce que sinon le système vous détruira. Vous ne pouvez pas vous permettre aujourd'hui en étant journaliste ou tout ce que vous voulez d'avoir un discours. Si votre discours n'est pas absolument rigoureux, il se fera détruire par le système en place qui vous dira non mais voilà, cette personne-là c'est un complotiste, c'est ce que vous voulez, et on ne pourra pas, enfin vous allez être, votre discours sera inaudible. Si vous faites partie du système, en revanche, vous pouvez mentir, vous pouvez dire tout ce que vous voulez, vous pouvez faire Caroline Fourest, vous finirez par avoir la Légion d'honneur alors que vous êtes un mythomane, mais c'est pas un problème. Donc cette chose-là de travailler pour RT, ce qui m'intéressait, c'était de pouvoir amener donc avec une rigueur journalistique absolue, vraiment un regard différent sur l'actualité et un regard nécessaire et ce qui permet de montrer ce qu'est réellement le pouvoir chez nous, c'est-à-dire les structures de pouvoir chez nous, de pouvoir les critiquer en fait, enfin de pouvoir d'être vraiment un contre-pouvoir. C'est à mon sens RT France était un des derniers contre-pouvoirs, et encore une fois je le considère comme un média mainstream. Parce que c'est un média d'État. Donc, dans la catégorie des médias mainstream, je parle pas des médias alternatifs, dans la catégorie des médias mainstream, c'était un des derniers contre-pouvoirs, et ce qui est, à mon sens, le sens même du journalisme. C'est-à-dire que si le propos du journaliste, c'est d'aller critiquer le pouvoir, quand celui-ci est critiquable, et de dénoncer ses dérives. Et ça, je pouvais le faire. Je pouvais le faire sur nombre de sujets, c'est-à-dire, notamment, évidemment, les questions internationales, mais pas seulement, il y a aussi des questions sociétales, on pouvait faire vraiment beaucoup de choses. Moi, j'ai toujours écrit ce que je voulais sur RT France. Enfin, alors justement, quelle était la ligne éditoriale? Parce qu'on va venir au problème ensuite, mais quelle était à ce moment-là la ligne éditoriale? La ligne éditoriale sur les questions internationales, elle est on va dire la ligne d'apporter le point de vue du monde multipolaire, du Sud global. C'est-à-dire c'est un point de vue qui n'existe pas aujourd'hui dans nos médias. C'est à peine si on parle des BRICS, c'est à peine si on parle ou par exemple si on parle du conflit en Ukraine, on n'entend pas, on ne veut pas entendre la position de la Russie dans ce conflit-là, ce qui est un non-sens absolu. Si vous voulez chercher la paix, on voit bien que ces gens-là ne cherchent pas la paix, mais si vous voulez chercher la paix, il faut entendre les deux points et il faut essayer de négocier et de discuter. Aujourd'hui, le conflit tel qu'on vous le vend dans les médias mainstream, c'est absolument absurde. Ça n'a aucun sens et personne en dehors mais même en dehors de simplement la France en fait, ou alors disons de l'Europe. Parce que même aux États-Unis, il y a une critique un peu de cette position, notamment grâce aux Trumpistes, grâce à Donald Trump, qui apporte
une réflexion un peu différente sur le conflit et qui va se dire, mais attendez quand même, est-ce que l'OTAN s'est pas étendu, est-ce que ça faisait partie du deal, est-ce que finalement Maïdan, est-ce qu'il s'est pas passé quelque chose avant, etc., si vous voulez. Ça, cette discussion-là, elle est aujourd'hui interdite en France, ce qui est mais qui est vraiment absurde. J'ai pas d'autres mots, c'est absolument absurde parce qu'on faisait partie des accords de Minsk. Donc si on fait partie des accords de Minsk, c'est bien qu'on avait conscience qu'il y avait un conflit interne en Ukraine, c'est-à-dire que alors entre le pouvoir et les régions du Donbass, etc., il y avait un conflit, et donc c'est pour ça qu'on fait partie des accords de Minsk. Donc comment on arrive maintenant à dire non mais voilà, c'est une guerre d'agression, il y a rien, et ça n'a absolument aucun sens. Donc voilà, je sais plus pourquoi j'étais parti là-dedans. Mais ce qui explique, je vais rebondir, ce qui explique justement que RT France était la bienvenue ici jusqu'à ce que en fait la Russie déclenche les attaques donc le 24 février 2022, parce qu'en fait tout va se précipiter. Le 27 février 2022, l'Union européenne décide d'interdire RT France de toute diffusion, interdiction qui sera appliquée quelques mois plus tard, le 2 mars, quelques jours plus tard, et ensuite pendant une année RT continue à émettre, donc vous continuez en fait votre travail, même si la visibilité est moindre. Oui, voilà, mais en avril, le 7 avril 2023, c'est le tribunal de commerce de Nanterre qui décide la liquidation judiciaire de la chaîne, et puis tous les salariés finalement sont licenciés. Donc on voit bien en fait que tout s'enchaîne très rapidement, que finalement cette chaîne va déranger en fait la France, mais pas seulement, l'Union européenne. Oui. Mais je pense que finalement le conflit en Ukraine aura été pour eux l'opportunité parfaite. C'est-à-dire que cette chaîne, elle dérangeait parce que encore une fois, le message qui est porté, la ligne éditoriale qui est portée dérange l'empire américain, ce que j'appelle moi l'empire américain. Mais elle le dérange depuis longtemps. Si vous regardez les interviews d'Hillary Clinton à la naissance de RT, qui était déjà aux États-Unis, etc., elle avait déjà ciblé et elle expliquait très clairement que c'était l'ennemi et que c'était un problème pour eux. Donc si vous voulez, ce problème-là, il existe de longue date. Et là, ils ont trouvé l'opportunité pour les éliminer. Mais c'est pas seulement sur le conflit en Ukraine que RT dérangeait. RT dérangeait sur tout le reste, c'est-à-dire notamment par exemple, je sais pas, quand Donald Trump est arrivé au pouvoir ou avant qu'il arrive au pouvoir, vous voyez la façon dont il était traité dans les médias occidentaux, le point de vue, la façon dont il était traité chez RT France, c'était très différent, mais parce que la façon dont il était vu dans les médias occidentaux n'est simplement pas juste. C'est une vision très très biaisée. Et donc, mais sur la Syrie aussi, si vous allez en Syrie, RT empêchait la France et les mensonges de la France. Donc vous avez Fabius, qui disait on va s'appuyer sur quand même, ils font du bon boulot. Nous, on apportait vraiment ce regard différent en disant est-ce que la France, quand elle est en Syrie ou quand elle est en Libye, est-ce qu'il n'y a pas autre chose que le simple narratif qu'on essaie de nous vendre, où on est là pour défendre les gentils Syriens qui font la révolution contre les méchants Bachar al-Assad? Est-ce que finalement la situation n'est pas un peu plus compliquée que ça? Évidemment qu'elle est plus compliquée que ça. Et c'est ça qui dérangeait le pouvoir en place, parce que du coup on empêchait l'empire de tourner rond. Oui, donc en fait, cette interdiction d'émettre sur le territoire national, c'était juste un prétexte pour que RT et les journalistes, toute l'équipe, arrêtent leur travail de vraie information. Ouais, c'est ça. Et je vous rappellerai qu'on a aussi, je pense qu'on a, en tout cas aux yeux d'Emmanuel Macron, on a la façon dont on a traité le mouvement des Gilets jaunes, c'est-à-dire qu'on a fait notre travail de journaliste. Ça, à ses yeux, c'est impardonnable. C'est-à-dire que là, effectivement, on a vu dans ce mouvement qui est un vrai mouvement d'opposition. C'est-à-dire que là, on met les vraies choses sur la table. On discute des problèmes de la démocratie représentative. On amène le RIC sur la table. On amène vraiment des vraies questions, les questions qui sont interdites de discuter et qui ne seront jamais dans l'opposition. L'opposition un peu factice
qui s'opposent à la marge sur des problèmes qui sont pas très importants. Là, il y avait un vrai mouvement populaire, un vrai mouvement, effectivement, potentiellement révolutionnaire, en fait, où on aurait pu réécrire la Constitution, etc., enfin, faire quelque chose de fort. Et où, du coup, le système médiatique qui défend l'oligarchie, évidemment, s'est absolument attaqué à ces gens-là, directement, c'est-à-dire qu'on les a diffamés, on a fait tout ce qu'on voulait, et où, nous, les gens qui travaillaient dans la rédaction de RT, si vous voulez, nous, on voit ça, forcément, ça nous parle. C'est-à-dire qu'on a un peu, même si c'est une rédaction hétéroclite, il y a vraiment des avis très très différents. Je pense que c'est la rédaction où il y avait le plus d'avis différents de France. Mais enfin, en tout cas, il y avait ce sentiment que oui, voilà, il se passe quelque chose. Et il faut parler de ça, il faut en parler. Et on voyait la façon dont c'était traité par BFM et tout ce que vous voulez. Enfin, on était absolument outrés. Donc, on a fait notre travail. Et là, c'était à l'époque, quand ça a commencé, il y avait encore que le site web, donc on n'avait pas tous les moyens de la télévision. Mais donc on arrivait, on prenait, enfin, on faisait le travail de journaliste que font maintenant aujourd'hui plein de journalistes indépendants ou youtubeurs, même ce que vous voulez. On va sur la manifestation, on va parler aux gens et on essaie de retranscrire le plus justement possible ce que disent ces gens. Et ce qui était, encore une fois, l'opposé de ce que faisait le système, dont le but était simplement de diaboliser ces gens pour que ça prenne pas dans le reste de la population, en fait. Alors que les revendications étaient évidemment très bonnes et le fond idéologique du mouvement était très très intéressant. Alors, ce que fait toujours d'ailleurs les médias, ce qu'on appelle les médias de masse, hein. Donc cette censure, elle est pour servir tout simplement et maintenir la propagande, leur propagande et leur discours narratif. Et on l'a bien vu, on le voit sur la guerre en Ukraine. On a par exemple Anne-Laure Bonnel, j'aime bien la citer parce que elle fait un travail extraordinaire et elle est peut-être l'une des spécialistes de cette guerre et elle a été complètement censurée sur les plateaux de masse. Ouais, non, c'est un très bon exemple. C'est-à-dire qu'elle fait du journalisme, hein, concrètement. Elle était sur place. Elle est reporter, elle fait plein de très bons. De ce qui est censé être le journalisme pour informer les gens sur la situation, sur ce qui se passe. Et regardez la façon dont elle est traitée par les journalistes de plateau. Enfin, c'est un non-sens absolu. Il y a une inversion totale. C'est-à-dire que la personne qui fait du journalisme va être vilipendée, alors que les autres qui font du management de la perception, de l'influence, qui sert à maintenir cette illusion qui nous enferme, eux par contre ils n'ont jamais aucun problème. Enfin c'est absolument scandaleux et c'est contre ça qu'il faut se battre. Et moi c'était le sens c'est pour ça que j'ai été à l'Élysée et c'est pour ça que je veux les confronter aujourd'hui, parce que le problème de se battre contre ça, il y a donc ce que font les médias alternatifs qui est très bien et qui est très important, mais qui n'est pas suffisant à mon sens, parce que on s'adresse à un cercle restreint malgré tout. On s'adresse aux gens qui ont déjà commencer à faire une démarche pour se sortir de cette illusion. Mais il y a encore plein de gens qui sont enfermés dans cette illusion, et on le voit aux élections, on le voit tout le temps, c'est parce que c'est un travail de propagande qui est très efficace, et on pourrait discuter longuement de où il vient et comment il a été travaillé, mais ça tombe pas du ciel. Mais donc, pour lutter contre ça, il faut, à mon sens, aller confronter directement les acteurs de ce monde-là, si vous voulez, notamment les acteurs politiques, qui aujourd'hui sont très tranquilles dans leur petit cadre, parce qu'ils sont pas dérangés par le système médiatique qui est là pour simplement soutenir et garder ce petit cadre-là. Mais donc moi, avec ma carte de presse, parce que j'ai ma carte de presse, j'ai eu l'opportunité d'y aller, et donc il faut que je l'utilise en fait. Finalement, c'est la continuité de ce que je faisais chez RT France, c'est-à-dire d'opposer, de chercher à remettre en question, à questionner ce cadre-là. On le faisait chez RT et je veux continuer à le faire. Maintenant, même si je suis plus chez RT, je suis tout seul, il faut que je le fasse tout seul. Et donc, j'ai réfléchi à quelles étaient mes opportunités. Ça, c'était une possibilité. Je l'ai saisie et j'essaierai de continuer à la saisir, à aller les confronter directement en étant extrêmement rigoureux, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, extrêmement solide sur les appuis. On n'a pas le droit à l'erreur dans la façon dont on présente les choses, mais il faut aller les confronter et il faut aller les mettre face à leurs incohérences, parce qu'aujourd'hui elles sont nombreuses. Alors on va justement parler de cette fameuse conférence de presse à l'Élysée
en février dernier à laquelle vous avez assisté. Et donc, vous posez la question sur Nord Stream 2 à Prisca Thévenot. Alors, on voit bien que vous aviez bien préparé votre question parce que vous êtes venu en rappelant les faits et pour enchaîner sur cette question. Sauf que depuis, eh bien, vous n'avez plus d'accès à l'Élysée. Finalement, vous n'avez plus d'accréditation. Donc, on voit bien que cette question a dérangé. Et tout à fait, mais parce qu'elle les fait sortir du cadre et parce que elle les fait sortir du cadre et surtout elle les met face à leurs incohérences. C'est ça à mon sens, hein, une bonne façon d'essayer de faire bouger les choses et d'essayer de briser cette illusion-là, c'est de montrer l'incohérence de leur position. Et là, leur position sur cette question-là, du coup, elle est absolue. C'est-à-dire que vous avez d'un côté un gouvernement qui est en train de vous dire non mais attendez, la Russie c'est une menace, c'est un danger pour nous, ils vont essayer de nous attaquer alors qu'elle nous a jamais menacés et qu'ils n'ont jamais rien fait. Ok, très bien, soit. Et de l'autre côté, un acte de guerre. Le sabotage de Nord Stream, c'est un acte de guerre contre l'Union européenne. C'est un acte de guerre. C'est-à-dire que vous imaginez bien que si c'était la Russie qui avait ça, ce serait potentiellement la Troisième Guerre mondiale. C'est un acte de guerre et où là, la question est complètement balayée, complètement passée sous le tapis, et passée sous le tapis par tout le monde, c'est-à-dire évidemment par les médias, et donc plus personne n'en parle, parce qu'évidemment on se doute bien que les commanditaires de cette histoire, c'est pas la Russie, et donc qui sait, si on écoute Seymour Hersh, qui est donc journaliste primé du New York Times, etc., lui il pense plus que c'est la CIA. Enfin, vous avez cette question-là est absolument fondamentale, et elle vient remettre en question, leur incohérence de leur position sur ce conflit-là, mais deux, plus largement, elle interroge sur nos grands axes, nos grandes orientations stratégiques du pays. C'est-à-dire que si c'est les États-Unis qui les ont effectivement attaqués, il va falloir qu'on se pose 2 secondes et qu'on se demande pourquoi. Pourquoi est-ce que le pays à qui on donne les clés de l'architecture sécuritaire de l'Europe, il nous attaque dans notre cœur énergétique? Il faut vraiment se poser cette question, elle est fondamentale. Si votre travail c'est de gérer le pays, cette question-là, vous pouvez pas en faire l'économie si vous voulez. Il faut absolument en parler. Et évidemment, personne n'en parle. Alors pourquoi? Moi, j'ai ma petite idée sur la question, c'est-à-dire qu'on vit dans un pays qui est quand même sous domination de l'Empire, sous domination de Bruxelles, qui elle-même est sous domination de Washington, qui eux-mêmes sont sous domination, enfin je sais pas de qui, mais en tout cas on peut réfléchir à pourquoi tous ces gens-là allaient chez Epstein et qui est le patron d'Epstein. C'est des questions intéressantes dont on ne parle jamais aussi non plus. Mais donc voilà, il faut porter ce sujet-là et le but est de continuer à porter ces sujets-là et de continuer à aller les confronter directement, parce que là c'est une vraie force de frappe au-delà simplement je pense de simplement les médias alternatifs. C'est-à-dire qu'on arrive et on devrait pouvoir être censé être touché plus de monde en fait. Et alors pour faire ça, comme vous l'avez dit, moi aujourd'hui je suis blacklisté. Si demain il y a un nouveau gouvernement, on verra, peut-être que je pourrais y retourner. En tout cas, moi ce que j'espère et mon but, c'est d'essayer d'avoir le plus de soutien des gens qui nous regardent. C'est aussi pour ça que je suis là aujourd'hui, pour devenir incontournable. C'est-à-dire que si aujourd'hui j'arrive à avoir une voix qui porte parce qu'elle est soutenue par plein de gens, si on est dans une démocratie, normalement, il va bien falloir discuter avec moi à un moment ou à un autre. Ça veut dire que j'apporte une idée que beaucoup de gens se posent, des questions que beaucoup de gens se posent, et du coup, je vais les déposer au pouvoir. Et donc voilà, c'est un peu le but de la démarche. Alors moi je me pose aussi une question, c'est que dans cette salle de conférence de presse, vous n'étiez pas le seul journaliste, et je voudrais connaître la réaction de vos confrères. Est-ce qu'ils ont eu une réaction? Est-ce qu'ils sont venus vous voir? Est-ce que finalement, voilà, essayer de prendre l'ambiance, la température vraiment, c'était assez rigolo parce que vraiment pas du tout, c'est assez zéro réaction en fait. Zéro réaction, il n'y a pas de... Du coup, la ministre a plus ou moins botté en touche, il y a un échange qui était ce qu'il était. Mais c'est le neutre absolu. Les questions avant, en dehors de 2 ou 3 personnes, étaient vraiment pas pertinentes. En plus, c'était au moment d'un remaniement ministériel, donc c'était vraiment des questions qui portent sur vous savez, les trucs dont on se fiche totalement. C'est-à-dire, mais qui va remplacer qui? Qu'est-ce que c'est? Et alors, le bruit de couloir, tout ça. Bon.
Donc absolument aucun intérêt, mais donc non, vraiment absolument neutre. Après, ce qui était intéressant, c'est qu'il y a un autre journaliste qui bosse pour les médias, Cemil, qui était là et qui a raconté une histoire sur la semaine suivante. Donc la semaine suivante, moi, donc je ne pouvais pas y aller. Et lui y a été, et lui a été confronté par un journaliste qui a été le voir, lui, devant la ministre, et ce journaliste lui a dit bon, mais quand même, attendez, ce que vous faites là, nous, on n'est pas là. Grosso modo, on n'est pas là pour poser des questions qui dérangent, quoi. Enfin, vous voyez vous voyez où on en est, en fait. C'est un journaliste qui vient me dire ça, c'est même pas la ministre. À la limite, on pourrait se dire bon, la ministre qui râle sur les questions qu'on lui pose, pourquoi pas. Mais c'est même pas, c'est un journaliste de la conférence qui a été le prendre à partie pour lui dire ça. Enfin, c'est absolument hallucinant, en fait. Enfin voilà, là on voit la collusion de tout ce petit monde-là, quoi. Et qui, enfin, se contre on se bat. Et ce qui montre aussi qu'on n'est pas dans une vraie démocratie, finalement. Ah bah de toute façon, si vous voulez, à partir du moment où, si on revient, moi il faut pas qu'on digère déjà le référendum de 2005. Hein. C'est-à-dire que dernier référendum dans notre pays, la dernière fois on a posé la question aux gens, au peuple, démocratie directe, qui est la seule vraie démocratie. On leur a demandé leur avis, ils ont donné leur avis, et on leur a dit non, en fait, vous avez mal voté, et donc on va quand même le faire. Donc, à partir de là, c'est difficile pour moi de défendre qu'on est dans une démocratie. Si on ne respecte pas la voix du peuple, on n'est pas dans une démocratie. Deuxièmement, en plus de toute façon, on est soumis à Bruxelles et à des technocrates pour qui on ne vote pas. Alors on vote maintenant plus ou moins directement pour la présidente de la Commission européenne, mais on a quand même les parlementaires européens ne sont pas proposition de loi. Enfin, donc dire qu'on est dans une démocratie, c'est un peu compliqué. Et donc évidemment, sur les médias, aujourd'hui on le voit, c'est pareil. Les médias, donc moi je suis dans des médias qui ont été censurés, je suis indépendant, j'ai plus le droit d'aller à l'Élysée, on nous amène le DSA et on va censurer maintenant tout ce que vous allez dire sur X, YouTube censure déjà. Donc bon, démocratie, il faut utiliser le mot un peu largement. En tout cas, il faut se battre pour nos droits, quoi, parce que si nous on le fait pas, personne ne va le faire pour nous. C'est pas les journalistes mainstream qui vont se battre pour vos droits. C'est pas eux qui lutteront contre le monde totalitaire qui arrive, qui est déjà là et qui s'accélère. Et donc voilà, si on le fait pas, on a eu un aperçu avec la période Covid de ce qui nous attend, si vous voulez. Enfin, ça va être ça. Ça va pas s'arrêter, en fait. Ils vont continuer sur cette logique-là. Alors, de quelle manière se battre, Frédéric Aiguille? Vous avez rappelé ce fameux référendum de 2005. J'ai envie aussi de vous parler des dernières élections législatives, là, où Emmanuel Macron a fait croire à tout le monde qu'il allait dissoudre l'Assemblée et donner la voix au peuple. Finalement, on voit bien que c'est finalement ce qu'il a envie de faire qui se produira. Ouais, tout à fait. Donc, écoutez, moi j'ai pas de... Qu'est-ce qu'on a comme alternative, C'est une bonne question. Moi, j'ai pas de solution. Moi, j'essaie, mon point de vue sur la question, c'est moi d'essayer de briser cette illusion qu'ils ont créée. Et c'est la seule chose que j'essaie de faire. Je vois bien tout ce qui se passe. J'ai mes réflexions personnelles sur la démocratie directe. On peut mettre plus de RIC, etc. On peut faire ce qu'on veut. À mon sens, moi, ce que je peux apporter, donc c'est ça que je peux faire ça. Je sais faire ça, j'arrive à le faire, je sais que j'ai les capacités de le faire, donc je vais essayer de briser cette illusion pour qu'on puisse se défendre face à la véritable structure de pouvoir, parce que le principe de cette illusion, c'est qu'elle nous enferme pour qu'on ne puisse justement pas se défendre face au véritable pouvoir. Et donc après, c'est une réflexion collective, quoi. C'est chacun doit se poser la question. Moi, j'étais emballé par le mouvement des Gilets jaunes qui justement prenait ces questions à cœur. Mais je pense que, c'est vraiment une réflexion que tout le monde doit faire. C'est aujourd'hui une nécessité, quoi. Si on veut pas se laisser enfermer dans ce monde qui arrive, il faut qu'on y réfléchisse tous et il faut qu'on apporte des solutions au collectif, quoi. Et donc à chacun d'essayer de faire sa part de travail. Moi, j'essaie de faire la mienne et à chacun d'essayer de la faire. Alors, on essaie tous de faire notre part de travail, mais c'est vrai que c'est compliqué parce que face à nous, on a quand même c'est Goliath qu'on a. On a les médias de masse qui sont quand même financés par des milliardaires. Nous, les médias alternatifs, on bénéficie pas du tout de ces moyens. Donc, et l'argent, c'est quand même le nerf de la guerre.
Donc c'est vrai que c'est compliqué de faire passer des messages, de travailler aussi sur la longueur, c'est ça le plus compliqué, parce que eux, j'ai l'impression qu'ils ont le temps finalement. Ils ont le temps et ils ont l'argent surtout. C'est-à-dire que et les milliardaires, c'est toujours ce qu'il faut se dire. Aujourd'hui, BFM perd de l'argent. Pourquoi quelqu'un qui est milliardaire va continuer à financer une chaîne qui perd de l'argent? S'il est milliardaire, il n'est pas devenu milliardaire en perdant de l'argent. Donc c'est bien qu'il y trouve son compte d'une autre manière. Et donc, voilà, c'est un constat qu'on est tous obligés de faire. Aujourd'hui, l'information, c'est pas un domaine qui rapporte de l'argent. Ça, c'est clair et net. Et si vous voulez une information indépendante, elle a besoin d'être financée. Et donc, tout le monde, ceux qui ont les capacités, doivent aider ceux qui essaient de faire le travail sérieusement et qui essaient de faire le travail de façon indépendante. Donc ça c'est sûr que sinon cette information-là va disparaître. Et il restera plus que les autres. Mais c'est une prise de conscience collective. Après voilà, on est tous obligés de se responsabiliser aujourd'hui. On est tous, on mène vraiment un combat contre une oligarchie qui veut nous rendre esclaves concrètement. Et si on veut pas finir esclave, il faut qu'on se donne les moyens de ne pas finir esclave. Et sur quel canal on peut retrouver tout votre travail? Sur Twitter aujourd'hui, donc sur mon compte Twitter, c'est @Frédéric-RTFR. Et aujourd'hui, je travaille exclusivement là-dessus et on verra à l'avenir si je vais sur d'autres canaux, mais pour l'instant, je bosse là-dessus. J'ai quelques petits projets. Moi, mon but, c'est aussi d'apporter cette vision, un peu ce que je faisais chez RT, cette vision du Sud global par rapport à la vision occidentale. Donc c'est pour ça que j'essaierai de me rendre au sommet des BRICS en octobre prochain et j'essaie d'apporter une information. Aujourd'hui, ce que je fais, c'est d'essayer d'apporter une analyse géopolitique de ce qui se passe dans le monde avec une vision qui on va dire, un peu celle du monde multipolaire par rapport à l'Empire américain. Ce qui donne évidemment une vision du monde qui est très différente de celle qui est vendue par les médias de masse, quoi. Un mot, Frédéric Egui, sur la libération de Julian Assange le 24 juin dernier, je crois. Donc, est-ce qu'on peut dire que c'est quand même une belle victoire? C'est une magnifique victoire. C'est vraiment, là, c'est Julian Assange, c'est Néo, si vous voulez. C'est lui qui arrive à briser la matrice. Son travail est incroyablement important. Il a montré, justement, il a démontré l'hypocrisie de ce qu'était vraiment le camp du bien. C'est-à-dire qu'il a montré la réalité derrière l'illusion et pour ça, ils ne l'ont jamais pardonné et enfin il soit libre. C'est une grande victoire, c'est magnifique. Alors évidemment, même si on aurait préféré qu'il n'ait pas appelé des coupables, mais un collègue journaliste qui a très suivi l'affaire me rappelait hier que certes il appelait des coupables, mais il appelait des coupables d'avoir fait son travail de journaliste. Donc, voilà. C'est la nuance. Tout est dit. C'est toute la nuance. Tout à fait. Est-ce que vous avez vu cette scène de pseudo-journaliste? Je ne sais plus si c'est sur RMC ou BFM. Bon, de toute façon, c'est la même maison, je crois. Qui justement disait oui, mais de toute manière, il n'a pas été incarcéré, se réfugier au sein de l'ambassade d'Équateur à Londres. On ne peut pas appeler ça qu'il ait souffert. Ouais. De toute façon, la façon dont a été traité Julian Assange par justement la presse de cour, la presse de plateau, c'est absolument scandaleux et on joue pas du tout dans la même catégorie, quoi. Ces gens-là font pas le même métier. Bon, moi, je préfère les ignorer. Le but du jeu, in fine, pour tout le monde, c'est de casser sa télé. Moi, j'ai explosé ma télé et je la rallumerai plus jamais, en fait. Et c'est là où on doit arriver parce qu'il faut se libérer de tout ça. On espère se libérer de toute cette propagande et retrouver une véritable liberté d'expression et liberté de la presse. Ouais. Merci beaucoup Frédéric Egui d'avoir été notre invité. Je vous invite à signer notre livre d'or si vous êtes d'accord. Avec plaisir. Merci. Merci.